Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Semou, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la classe. C'est le Bob man. Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Là! Mais ne courez pas comme des cons! Allez, mets un rouge là-dessus! Et les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe! Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis. Eh bien, salut à tous et bienvenue dans le match 13 de Goal Volant. On peut donc considérer qu'on en est à peu près au tiers de la saison. On se situe au milieu de tableau, mais plus à regarder vers le haut quand même. Encore un petit effort et on va réussir à être européen. Pour ce match, peu de titulaires sont présents. On déplore des blessures en cours de match et d'autres hors cadre sportif. On constate également des arrêts de travail non justifiés du côté du coach officiel, Jérôme. Oh, c'est terrible. Et donc je suis, moi, Flo, obligé de prendre le relais et de coacher ce match numéro 13. Pas d'inquiétude, tout va bien se passer. Alors l'adversaire du jour, eh ben que dire, un adversaire coriace en haut de tableau, lui, car il a les moyens de ses ambitions. Un adversaire qui parfois pense peu à jouer au ballon, mais plutôt à l'image qu'ont les gens de lui, et surtout pour qui le résultat compte peu. Aujourd'hui, les amis, notre adversaire, c'est le spectacle. Oh! Bon, plutôt, on va jouer avec lui, ça va pas être notre adversaire. On va essayer de savoir dans quelle mesure le sport et le spectacle sont liés. On peut penser au sport qui se joue dans des stades ou des salles qui sont clairement des lieux de spectacle. On peut penser à l'argent qui diminue encore plus cette frontière entre le show et le sport. Il suffit d'aller voir n'importe quel sport professionnel à l'heure actuelle pour sentir tout le côté spectacle et mise en scène avant, pendant et après le match. Mais on a aussi l'inverse. Est-ce que le spectacle peut être du sport ? On n'en doute pas quand on voit certains danseurs, patineurs ou encore circassiens sortir de scène en sueur. On peut l'appliquer au théâtre également, qui souvent demande un très gros effort physique. Certaines formes du spectacle s'amusent même à reprendre les codes du sport, mais je ne peux pas trop en dire. Est-ce bien ? Est-ce normal ? En faut-il plus ? En faut-il moins ? C'est ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui avec mes deux titulaires ici présents. J'espère que vous êtes prêts. Show must go on. Qui c'est qui est là ? Ah, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi ? Jolie brochette. Pour commencer, celui qui veut emmener Goal Volant tout en haut de l'affiche. Salut Mathieu. Salut. Alors Mathieu, tu préfères le sport ou le spectacle ? Je crois que j'aime bien les deux en fait, à égalité. On verra ça tout à l'heure. On verra même tout à l'heure que tu n'as pas réussi à choisir. Non. On aura également une chronique de Jérôme à qui on a forcé la main. Jérôme ? Jérôme, ouais. Jérôme ? Alors il n'est pas là, c'est une chronique enregistrée. On lui a forcé la main pour écrire malgré son arrêt longue durée. Et enfin, notre Géo trouve tout à nous, celui qui a la science, à qui la science ne cache rien. Salut Benjamin. Salut Flo. Benjamin, tu préfères les capacités pulmonaires ou le nombre de calories qu'un corps peut dépenser en une heure ? Alors c'est une question intéressante, est-ce qu'on a 20 minutes devant nous ? Non, on va pas développer. Et d'ailleurs, mon Benjamin, oui. C'est toi qui commences, pas de science aujourd'hui. Je crois savoir que tu vas nous parler d'histoire, de belles histoires. Ouais, on va essayer de faire une belle chronique déjà, et puis on verra pour les belles histoires après, mais effectivement... On va parler d'histoire. Est-ce que vous avez suivi Roland Garros cette année ? Ouais. Pas du tout. Ouais, moi non. Il y en a qui bossent. Bah oui, c'est ça. J'en ai un peu regardé, mais j'ai pas beaucoup suivi. Pas plus que ça. Non. Moi, comme toi, Mathieu, pas du tout. Pourtant, avant, j'adorais ça. Je pouvais rester des heures scotché devant ma télé. Et pourtant, je suis incapable d'apprécier un beau revers, un beau coup droit, le bras droit de Nadal et ses grosses patates. Ça me fait ni chaud ni froid. Et pourtant, je regardais. Et vous savez pourquoi ? Parce que souvent, il y avait une histoire. Et Gustavo Kuerten, Guga, j'adore, grave. Putain. Ouais. Avant sa première victoire à Roland-Garros en 97, Guga, c'est 66e mondial. Rien gagné de folichon, éliminé l'année précédente au premier tour à Roland-Garros. Bref, personne parie sur lui. Mais il va pourtant lever le trophée. Il va même récidiver 3 ans plus tard. En 2001, il se retrouve en 8e de finale face à Michael Russell. Et là, rien ne passe. Au fond du trou, le Guga. Il se retrouve logiquement mené 2-7-0. Il sauve une balle de match et il finit par l'emporter
au bout d'un match éprouvant, gagné 3-7-2. Je crois que je l'ai vu. Et il remportera la Coupe des Mousquetaires cette année-là aussi. Hein. Quelle histoire. Quelle histoire. On aime les histoires. Vraiment, on aime ça. Notre société entière est basée sur les histoires. Et qu'est-ce qui fait une bonne histoire, les gars? Un héros. Un scénario. Eh bien, pour que ce soit un peu plus clair, je vous ai fait, comme la dernière fois, un petit schéma. Hein. Ça avait bien marché, donc... Ça marche très bien en radio. Bah oui, hein, c'est ça qui est bien. Bon, en plus, je vais prendre un petit exemple. Alors, on se situe préhistoire, ok? Bobby, Bobby et son pote Billy sont les chasseurs de mammouths, ça c'est la situation initiale. Il n'y a plus rien à manger, ça c'est l'élément perturbateur. Commence alors une traque du mammouth pendant des jours. Billy se fait tuer, Bobby veut le venger, ça c'est les péripéties. Combat sanglant entre le mammouth et Bobby qui perd un bras, mais en ressort vainqueur, point culminant. Et retour auprès de la tribu, tout le monde est content et tout le monde s'en fout de la mort de Billy, résolution. Oui, ça fait une forme de montagne, là c'est joli la montagne. Ah oui, avec la neige et tout. Et la majorité des histoires fonctionnent comme ça. Et pour moi, en premier lieu, ce sont les histoires qui font un bon spectacle. Il y a plein d'exemples. Je sais pas, France-Allemagne à Séville en 82. Bon, je vais pas détailler, tout le monde connaît l'histoire, mais on a tous les ingrédients. Tu parlais du héros, on a les héros, on a les anti-héros, on a un némésis, on a une vengeance, on a une résolution terrible, une véritable tragédie grecque. Et certains l'ont bien compris en proposant un spectacle à part entière. Le cauchemar de Séville que certains membres de Gaulle Volant sont allés voir d'ailleurs, avec un retour, faut bien le dire, un peu mitigé. Une idée d'un événement qui pourrait être adapté en série Netflix? Un événement sportif annuel? Le Tour de France. Évidemment, Toi évidemment. aussi, tu en parles. Oui, le Tour de France. Je vais pas trop développer. Non, mais attendez, c'est vrai. Chaque année, il y a un truc. C'est une dinguerie quand même. Je dirais même que ce dont on se rappelle le plus, c'est pas tant le gagnant que la façon dont il a gagné ou encore le contexte dans lequel il a gagné. Enfin bon, je laisse Jérôme en parler tout à l'heure. Mais attention, ces histoires ne s'écrivent pas toutes seules. Il faut y mettre des affects. Alors, petite parenthèse rapide. C'est ce que font les politiques pour faire passer leurs idées. Qu'est-ce que va créer mon discours sur mon auditoire? Que vont-ils ressentir? Comment cela va-t-il les affecter? Pour cela, il faut créer ce qu'on appelle des machines affectantes. Mais attends, Benjamin, c'est quoi une machine affectante? Je vais m'appuyer sur un exemple que développe Alice Zéniter, une autrice française, dans son livre que j'ai là. Je vais le montrer aussi, parce qu'on est à la radio. Je suis une fille sans histoire. Excellent bouquin au passage. La dette publique. Oh. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouh là là, ça fait peur la dette publique. Mais est-ce que quelqu'un est foutu autour de cette table de m'expliquer simplement d'où elle vient, à qui on doit payer, et qu'est-ce qui se passe si on paye pas? Non mais vraiment, allez-y. Non. Et pourtant, ouh là là, ça fait peur. Pourquoi? Parce que les journaux, attention, âme sensible, s'abstenir. Le FMI s'inquiète. Le Figaro, 3 juin 2019. Bruxelles s'inquiète. Toujours le Figaro, 2 jours plus tard. La dette inquiète, 28 septembre 2018, Alternative économique. Là, on sait plus qui s'inquiète, on s'en fout. Nous faisons face aux abysses. Le Figaro, 27 septembre 2019. Embarqué sur le Titanic. Ah non, pardon. C'est pas le Figaro cette fois, c'est Figaro Vox. Bref, vous l'avez compris, les médias sont les mieux placés pour créer des machines affectantes, créer de l'émotion chez nous, ici, de la peur. Et ça marche. En mai 2020, d'après un sondage, 82% des Français se déclarent inquiets de la dette publique. Mais revenons au sport et ses histoires, fin de la parenthèse. La partie spectacle du sport n'est pas dissociable de ces histoires, belles ou tragiques, créées et alimentées en grande partie par les médias. Regardez la Coupe du Monde 98 et celle de 2018. Qu'est-ce qui les diffère? La nostalgie, ça c'est vrai, mais c'est aussi tout ce storytelling, l'équipe Black Blamber, et surtout... Bah oui, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais dis-moi, Benjamin, qu'est-ce que c'est que ça? Les yeux dans les bleus, évidemment. Je pense que je pourrais me mater ce documentaire tous les mois. Alors que les matchs, à vrai dire, je m'en fous un peu. Et ils fourmillent tellement d'histoires. Non, mais c'est fou. C'est fou. Dugarry, par exemple, qui dit j'étais pas bien, j'étais au bord du gouffre. À sa joie mêlée de haine, je vous ai tous niqué. Dugarry encore et sa déchirure, c'est pété. Thuram face à la Croatie. Laurent Blanc qui ne pourra pas jouer la finale. Tellement de moments fous, tellement d'histoires. J'en veux, j'en demande. Merde encore, putain. Montrez-moi le plus beau but au monde, le plus beau coup droit de l'ATP, la plus belle bordure du tour. Moi, s'il n'y a pas une histoire derrière, une fois de plus, je crois que je m'en fous. Bon, pour finir, je voudrais parler du sport féminin et de sa difficulté à percer auprès du grand public. Même si les choses bougent, on est d'accord. J'ai souvent entendu dire ouais, mais c'est moins technique, c'est moins spectaculaire. Je pense que le problème n'est pas là. Attention, c'est qu'une hypothèse de ma part. Je l'ai dit, notre société est bâtie sur des histoires. Qui écrit les histoires? Les dominants.
Alors tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est le patriarcat qui façonne les histoires. Et que ces histoires sont donc souvent des histoires d'hommes. Et les histoires qui fonctionnent auprès du public pour les femmes les renvoient très souvent à leur propre statut de femme, ou même à leur maternité. Alors il est grand temps, je pense, de changer notre façon de raconter des histoires, en suivant des exemples d'autrices comme Ursula Le Guin et de ses fictions paniers. Le panier des cueilleurs. Bah oui, c'est bien beau, Bobby, d'aller chasser le mammouth, mais si personne ne ramène à bouffer, tout le monde crève. Et il n'y a plus personne pour raconter des histoires. Et si on s'intéressait un peu plus aux cueilleurs et leurs paniers, tous ces petits clubs amateurs, ces entraîneurs, ces entraîneuses qui accompagnent les gosses sur leur temps libre, les coureurs et les coureuses du dimanche, tous ces gens qui ont aussi des histoires à raconter, parfois plus belles, plus tragiques, plus spectaculaires que celles des professionnels. Goal Volant, l'émission de sport et société en balado-diffusion sur toutes vos plateformes préférées. Eh ben merci, elle était super ta chronique. Oui, et je vous recommande vivement ce bouquin si vous aimez. Explique-nous un peu de quoi il parle. Alors donc c'est Alice Zeniter, donc c'est une autrice, une romancière, une scénariste, une traductrice. Enfin, elle fait plein de choses. Et donc dans ce bouquin, elle développe ce qu'on appelle la narratologie, c'est-à-dire comment on écrit une histoire et tout ça. Et donc vous retrouvez justement toutes ces histoires de machines affectantes. Est-ce qu'elle parle du sport précisément? Elle ne parle pas forcément de sport, mais ça s'applique tout à fait au storytelling. Au sport. Ouais, tout à fait. Et c'est un bouquin très rapide à lire et vraiment hyper intéressant justement sur comment sont construites les histoires et comment aussi on n'arrive pas à sortir de ce putain de schéma là. Il y a le mythe du héros, tout ça. Exactement, voilà. ouais. Et c'est rigolo parce que moi j'écoute en podcast d'ailleurs l'Afterfoot. Bravo. Désolé. Non, je déconne, j'aime bien de temps en temps. Et je t'en parlais en préparant l'émission, Benjamin, et il y a un gars, alors je sais plus comment il s'appelle, qui est, je crois qu'il y a un motif philosophe à côté aussi, ou prof de philo, et qui parle souvent de... Alban pas le même. Et qui parle souvent du narratif des clubs, en fait. Ouais. Et qui, souvent, il arrête les débats, il dit non, mais simplement, ce club n'a pas de narratif. Par exemple, il part souvent du PSG en disant mais ce club n'a aucune histoire. Enfin, depuis qu'il est repris par les Qataris, son histoire est complètement floue pour les supporters, en fait. Et un club, pour pas le citer encore une fois de plus, mais comme le Stade Rennais, alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais écrit vraiment une histoire. Il y a des personnages, il y a des tragédies, il y a des retournements de situation au dernier moment. À croire que c'est écrit. Mais c'est vrai en plus. Bah oui. Et même je trouve, moi j'ai un truc très particulier avec le foot, je sais pas si ça peut vous le faire, en particulier avec le Stade Rennais, il y a des matchs, je me dis, ils vont le perdre. Parce que c'est dans l'histoire. Celui-là, ils vont le perdre, celui-là, ils vont gagner. Écrit, celui-là, comme si c'était écrit. Exactement. Et vraiment, quand ça arrive pas, t'as même une sorte de truc comme si c'était un monde parallèle. Tu te dis, c'est presque une déception. On n'a pas respecté l'histoire. Et en fait, en général, entre supporters, même on se dit, celui-là, on va le perdre. C'est trop facile, c'est contre Ajaccio, on va le perdre. Ouais. Et des fois aussi, quand ils surpassent ça, on est content encore plus. Bah oui. Et puis après, tu entends parler à l'instant, là, mais c'est vrai que tout ce storytelling est de plus en plus intégré. Ça devient une part hyper importante des grands clubs, en fait. Et des fois, je pense qu'ils prennent l'occasion aussi. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et puis sur le terrain, et puis aussi en dehors du terrain, évidemment. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment tout ça. Aujourd'hui, il y a même des sociétés qui sont payées pour justement alimenter ça, alimenter ce storytelling sur les réseaux sociaux et tout ça. Bon, elle était chouette ton émission. Oui, merci, l'émission est finie. Allez, alors, Benjamin et vous. On va poser une première question de débat. C'est parti. On sait que le sport, en tout cas celui professionnel, cherche toujours plus à être attractif pour pouvoir attirer le plus de public possible. Logique. Commençons donc par le sport professionnel avec cette question que je vais vous poser. Le sport doit-il être un bon spectacle? Alors, déjà... Vous avez 2 heures. Peut-être juste simplifier un tout petit peu ta question, si tu me permets, Flo. Hors de question. Est-ce que le sport, déjà, c'est un spectacle? Alors, le spectacle, c'est par définition, c'est ce qui se montre au regard, quoi. Donc, qui dit spectacle, dit spectateur. Moi, je pense que le sport professionnel en est un, par nature, par essence. Je suis assez d'accord. Ouais. Après, est-ce que ça doit être un bon spectacle? Je pense que ça dépend à quel niveau on se situe. On parlait un petit peu de ça tout à l'heure, mais tous les clubs pro, oui, en fait, il faut que ce soit un bon spectacle, parce que si c'est pas justement un bon spectacle, ça va attirer moins de monde, et donc derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la question de l'argent. Donc oui, là, pour moi, pour le sport professionnel, ça doit être un bon spectacle. C'est une nécessité que ce soit un bon spectacle. Donc après,
on peut se questionner sur le sport amateur. Et là, je pense que oui, c'est bien si c'est un bon spectacle, mais il y a moins cette composante argent qui intervient. Oui, c'est ça. On l'avait bien vu pendant le Covid que jouer sans spectateur, finalement, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Ils sont même posés. Je n'irais pas jusque-là, moi qui est un téléspectateur très souvent sur le foot. Je trouve que les matchs, moi, ils m'intéressaient quand même. Quoi. Ouais, mais je parlais peut-être plutôt du point de vue aussi des joueurs. Ah, des joueurs, ouais. Tout. Oui, c'est okay. Même la question s'était posée. Est-ce que, par exemple, pour le championnat de France, est-ce qu'on le finit ? Est-ce qu'on continue ou pas ? Et a priori, les clubs, économiquement, étaient quand même pour dire, oui, on continue, on finit. Mais il y avait plein de gens en fait qui se posaient la question de l'intérêt en fait de ça. Qui, pour moi, c'est une question qui se pose. Ouais. S'il y a plus de spectateurs, est-ce qu'après il y a toujours, comme tu dis, quand même les téléspectateurs. Oui, puis le foot fonctionne quand même énormément sur les droits télé et tout ça. Donc on est plus. C'est ça, c'est la question économique. Même si pour un club, un stade vide sur un match, c'est un trou énorme. Hein. Ouais. Attention. Et puis c'est aussi le sport, c'est un spectacle qui est participatif, moi je trouve. Il se co-construit avec le public. Ouais, carrément. Ouais. Particulier dans les sports de stade et de salle. Ouais. Moi je suis allé voir l'autre jour. Oui. Et oui, je vais vous étonner, mais je suis allé voir un match du Stade Rennais. Bon alors là pour le coup le spectacle sur le terrain il n'était pas là du tout, mais ce qui était fascinant c'est dans les tribunes. Comme j'ai passé plus de temps à regarder les tribunes que le terrain quoi en fait. Quand on y va pas souvent ça fait ça. Dans une chronique. Ouais. Et je trouve aussi ça trie un peu les sports quoi. Typiquement, je sais qu'il y a moi j'adore la course d'orientation. Il faudra qu'un jour je fasse une chronique, qui est un sport incroyable à pratiquer, même quelque part à regarder. Si tu cours avec la personne, ça se fait. Mais par contre, c'est un sport qui est très connu, très pratiqué en Allemagne, pays scandinaves et tout, et eux essayent de le visualiser, télévisualiser quoi. Et alors que c'est en fait, amusez-vous à regarder. Tu mets course d'orientation. Alors il y a des vidéos, tu peux en trouver. Ouais. Et il y en a où ils ont fait des trucs où il y a un gars qui court derrière avec une sorte de steadicam. Et franchement, quand on a fait, c'est pas mal. Mais il y en a qui commencent à penser à des drones, comme des mecs en VTT qui font ça et tout. Et je pense que c'est un sport vraiment qui peut commencer à être. Mais pendant des années, je veux dire, comment tu fais quoi. Tu vois le biathlon pendant longtemps je pense que c'était un peu la même chose, enfin des sports un peu plein air comme ça où t'es là, va filmer le truc, va le rendre attractif. Ouais c'est sûr, pas évident quoi. J'ai fait un trail dernièrement, oui, une fois de plus, et il y avait justement, tu parlais de drones, il y avait des drones qui filmaient, qui étaient au-dessus, qui filmaient l'avant de la course, il y avait des VTT avec des caméras qui ça se fait de plus en plus. Alors pourtant c'était pas non plus un énorme événement, mais on se rend compte que on essaye d'être. Ça va après, c'est à l'image de notre société aussi. On est vraiment aussi dans un truc où il faut montrer les choses, il faut tout partager. Donc, je pense que c'est un peu aussi c'est un miroir de notre société. Média, il faut vraiment donner de l'image. Si tu veux exister, il faut faire ça. Pour en revenir à ta question, si on pense que le sport est un spectacle, du coup, oui, il doit être bon, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Bah oui, c'est ça. Oui. Sinon, on se retrouve dans des Rennes Ajaccio à 13h le dimanche. Où tout le monde roupille. Et puis les sports qu'à l'équipe, par exemple, t'as bien compris pourquoi il n'y a pas une chaîne privée qui va mettre des millions dessus, parce que c'est très sympa de regarder la pétanque l'après-midi, mais c'est pas. Oui, on va pas y passer des heures. Voilà, on va pas y passer, mais c'est sympa quand même. Merci pour cette première question de débat, c'était plutôt pas mal. On va, pour aérer un petit peu cette émission, passer un petit morceau qui s'appelle Central Park La Fontaine de Les Louanges. De papier entamé au perché, corbeau sur sa branche au perché. Prendra fin demain ma 25e année. Octobre étalé sur le pavé. C'est drôle comme j'ai pu en baver. Fake shit, j'aurais pu m'en passer. Press run rien que pour en parler. Home run dès que j'ai laissé aller. Central Park, La Fontaine vue du balcon. Sans attache, ça amène la nouvelle saison. J'ai pris tâche de poser mon cœur à l'ombre. Mais si tu voulais monter, je dirais pas non. Central Park, La Fontaine vue du balcon. Sans ta, sans moi, quelques contradictions s'emparent de moi, parfois certains démons. Mais si tu voulais monter, je dirais pas non. J'ai déchiré des pages, laissé des ponts aux mains des flammes. Dommage, dommage. À tous ceux de l'autre côté du rivage. Oh là, que tal? On dit que le silence est l'argument des plus sages. On m'a plu mais quand j'ai oublié l'adage. Parfois la langue est plus perçante que la dague.
trouvé refuge dans la vie d'ermitage. Hein? Central Park, la fontaine vue du balcon. Sans attache, ça amène la nouvelle saison. J'ai pris tâche de poser mon cœur à l'ombre. Mais si tu voulais monter, je dirais pas non. Central Park, la fontaine vue du balcon. Sans ta, sans moi, quelques contradictions s'emparent de moi, parfois certains démons. Central Park, la fontaine vue du balcon. Sans attache, ça amène la nouvelle saison. J'ai pris tâche de poser mon cœur à l'ombre. Mais si tu voulais monter, je dirais pas non. Central Park, la fontaine vue du balcon. Sans ta, sans moi, quelques contradictions s'emparent de moi, parfois certains démons. Mais si tu voulais monter, je dirais pas non. C'est bien comme ça. Rien contre toi, on s'empare. C'est bien comme ça, t'en fais pas pour moi, on se reverra. Et voilà, c'était Les Louanges avec le titre Central Park La Fontaine. C'est sympa ça, non? Très Bien. sympa, plutôt. Donc des Québécois, tu dis? C'est un Québécois. Un ouais, Québécois. je crois. Pourquoi c'est les louanges alors? Pardon. Je sais pas. Les Louanges. Et pourquoi Central Park? S'il vous plaît. On va partir sur le. J'ai un petit conseil Q à vous faire. Jingle. Le conseil culturel de Gaulle Volant. Le conseil Q culturel. Le conseil Q. Et aujourd'hui, je voulais vous parler en rapport avec le thème, hein, toujours, paraît logique, des séries documentaires. Merci. Sur le sport qui se multiplient sur les plateformes de streaming, surtout Netflix, faut bien le dire. Personnellement, moi, j'ai vu la première saison sur la F1, 1 ou 2 saisons, je sais plus. Et franchement, le storytelling est fou furieux, quoi. C'était au taquet. Ma femme qui s'en fout total du sport en général et encore plus de la Formule 1 était au taquet. Elle peut me citer des noms de coureurs maintenant. Et aussi, en tant que grand fan de basket, j'ai regardé The Last Dance sur la période où Jordan a gagné beaucoup de titres avec les Chicago Bulls. C'est je sais pas si vous l'avez vu, c'est incroyable. C'est vraiment au-delà même du sport, dans le sens où le mec a une personnalité de fou furieux. Genre, il est ami avec aucun quasiment de ses coéquipiers. Ah ouais? Ouais, il passe son temps avec les mecs de la Sécu. Ah bon? Ouais. Et pourquoi Il se change dans une autre pièce, un malade mental en fait. Et quand il va voir les gars, il dit on gagne ce soir. Allez, le mec il est fou quoi. Vraiment, je vous le conseille. Et c'est des images d'époque avec, évidemment, avec. Si tu te demandes où ils ont trouvé ces images-là, quoi. Il y a des caméras sur le terrain. J'ai l'impression qu'ils faisaient pas ces plans-là en fait à l'époque. Okay. Et pourtant, ils ont des images comme ça, quoi. C'est assez fou. The Last Dance. The Last Dance, ah ouais, très très bien. Il a bien marché sur Netflix. Il était top 1 pendant quelques temps quand il est sorti. Aux États-Unis, Jordan. Ouais, évidemment. C'est Dieu. Hein. J'ai appris également qu'une série vient d'être disponible. T'en parlais un petit peu, Benjamin. Donc c'était début juin, elle a été disponible début juin 2023 du coup. Toujours sur Netflix et qui est sur le vélo, qui est sur le Tour de France. Mm-hmm. J'ai eu des échos comme quoi c'était vraiment très bien. J'ai eu aussi d'autres échos comme quoi quand on est vraiment passionné de vélo, elle est un petit peu décalée par rapport à, par exemple, le timing du truc est pas dans le bon sens. Ils reviennent des fois sur des scénarisés. C'est très scénarisé. Ils remettent peut-être un peu trop, mais Jérôme en particulier qui est pas là aujourd'hui m'a dit vraiment beaucoup de bien de quelques épisodes qui sont vraiment qui te tiennent en haleine. Est-ce que vous... Ah oui, j'ai oublié, il y avait une série aussi sur Sunderland, je crois, qui est sur Netflix ou Amazon, je sais plus, et qui suit le club sur 2-3 saisons. Et un club qui joue un peu toujours la descente ou pas en première ligue anglaise, et qui apparemment est très bien aussi. Moi, j'ai pas vu. Voilà. Vous en avez regardé des reportages comme ça qui justement qui rendent un peu spectaculaire justement des saisons ou des joueurs. Moi, je t'avoue, je suis pas un très très grand consommateur de documentaires de manière générale.
Je pense Sauf que les ça. yeux dans les bleus. Sauf les yeux dans les bleus, évidemment. Ma petite Madeleine de Proust. Mais c'est un tort. Je pense qu'effectivement, ça va être hyper intéressant. Que tu sois intéressé par le sport ou pas, justement. Non, moi j'en avais vu un quand même. Alors, je crois qu'on en avait parlé. C'était sur Giroud. Oui, évidemment. Ah, il est très bien. Excellent. Ouais. Excellent. Et Moins spectaculaire pour le coup. Mais rempli d'anecdotes, d'histoires folles, quoi. Enfin, et ça se regarde ça se déguste, c'est super, quoi. Ouais, et encore une fois, que tu sois fan de sport ou pas. Exactement. En fait, il est très intéressant pour l'homme, pour exactement, l'histoire que ça raconte. Bah ouais, c'est ça. Encore une fois, on est toujours sur les histoires, le narratif. Bah ouais, c'est ça. De toute façon, Toi, Mathieu? Alors moi, le sport à la télé, non, aucun merci. intérêt. Moi, même regarder un match, à part quand c'est le Stade Rennais. D'accord. Non, j'ai vraiment du mal à m'intéresser. Qu'est-ce que tu fais dans cette émission, en fait, Mathieu? Mais je sais pas, je me pose la question à chaque fois que je viens. En fait. Il a un t-shirt de volant. Je crois qu'on m'oblige. Non, mais j'ai vraiment du mal à les documentaires sur le sport. Ok. Je préfère le voir de mes yeux. Mais, non. Après, juste, et j'ai cette peur aussi que c'est vraiment trop construit, quoi. Enfin, trop scénarisé. Oui, d'accord, ouais. Que ça te décale avec la réalité de ce qui s'est passé, etc. Je préfère regarder une série sur le sport, bien sûr, oui, une fiction, tu veux dire. Fiction. Une très bonne série d'ailleurs, c'est Ted Lasso. Je sais pas si vous avez vu. Ah oui, tu m'en as parlé. Ouais. J'avais vu justement en parlant de fiction, et ça me fait un peu penser à ça, c'est le film là qui est sorti, je crois que c'est sur Netflix aussi, ou sur Amazon, je sais plus. Sur comment Nike a fait signer Jordan. Ouais, Jordan. C'est bien, ouais. C'était pas mal parce qu'il y a quand même toute justement un truc assez fou derrière, mais après ça cassait pas trois pattes à un canard quand même. Oui, ça m'a pas l'air. Ouais. Bon. Ça va. Faut aimer aussi ce que fait Ben Affleck. Voilà, mais effectivement. Tout n'est pas parfait chez Ben Affleck. Et ben on va passer à la mi-temps. Je crois que Mathieu nous a concocté quelque chose. C'est parti, jingle. Oh oui. En légiféré du studio enregistré pour la première fois en France, c'est Burger Quiz. Waouh, on a du budget maintenant à Gol Volant, vous avez vu? Il y a un Chabat qui arrive. Bon alors, le sport-spectacle, il date pas d'aujourd'hui sous cette version marchandisation à outrance. De tout temps, l'humanité a aimé se divertir devant des variantes de sport, parfois très spectaculaires. Je vous propose donc un petit quiz, vous devrez me dire laquelle de ces variantes de sport connues sont juste sorties de mon imaginaire ou de l'esprit tordu de quelqu'un d'autre. On y va? Ouais. Allez. Ok, ça me va, j'aime bien. Alors on commence avec ce noble sport qu'est le polo, né il y a plus de 2500 ans et qui, vous le savez, se pratique à cheval. Mais laquelle... 2500 ans. Ouais, en Mongolie. Ok. Laquelle de ces variantes spectaculaires n'existe pas? Le polo sur éléphant, dans lequel, comme son nom l'indique, les chevaux sont remplacés par des éléphants. Je vous raconte pas la taille du maillet et la lenteur du jeu. L'autopolo. Possible ça. L'autopolo, qui n'est pas du polo joué individuellement, mais en remplaçant les chevaux par des voitures. Si. Le polo-vélo. Ou le polo-polo, dans lequel, comme son nom l'indique, les chevaux sont remplacés par des Volkswagen Polo. Alors il y a peut-être deux. Non, en fait c'est le polo-polo. C'est polo-polo. Les autres existent vraiment. Donc, L'éléphant, j'ai déjà vu des trucs. Sérieux? En Inde, je crois beaucoup et tout. Et le polo auto, aussi, c'était catastrophique. Ça se jouait avec des Ford T à l'époque, dans les années 1920. Alors il y a une version jeu vidéo, polo-polo. Non, polo auto. Autopolo. Autopolo, je sais plus le nom. On passe à la boxe. Même question, laquelle de ces variantes n'existe pas? La boxe à cheval. Et je peux vous assurer que c'est pas facile de tenir les rênes avec des gants de boxe. C'est peut-être les chevaux qui c'est ça. Le chess boxing, où tu enchaînes round d'échecs et round de boxe anglaise avec victoire en cas de KO ou d'échecs et mat. On en a déjà pas. Ouais. Le box-to-box, qui n'est pas un combat entre deux milieux de terrain complets, mais un combat qui se déroule dans un minuscule box à cheval. Oh là là, beaucoup trop de chevaux là-dedans. Ou la boxe feu d'artifice, où les boxeurs combattent, tout le corps paré de feux d'artifice allumés. Attends, il y en a qu'un qui n'existe pas? Il y en a qu'un qui n'existe pas. Déconne. Alors attends, donc potentiellement, alors quand tu dis il y a des feux d'artifice, ils ont ça sur eux. Un costume avec des feux d'artifice. Ah ouais, feux d'artifice, je suis sûr. Ah, tu crois que ça n'existe pas ça? Ah ouais, parce que cheval, ça peut être un truc un peu historique. Dans les trucs de chevaux, ça peut être aussi un peu historique. Allez, moi boxe, machin là. Eh ben c'est la box to box qui n'existe pas. Ouais. Ah mais oui, je suis con, j'ai oublié celui-là. N'importe quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. N'importe quoi. On enchaîne avec le cricket. Vraiment n'importe quoi. Vraiment. Je vous propose de parler de cricket. Okay. Ce sport d'origine anglaise proche du baseball qui se joue avec des battes de bois, des balles et des guichets. Lui aussi a connu ses variantes, laquelle n'existe pas. Le cricket à cheval, le cricket croquet, mélange obscur de cricket et de croquet aux règles totalement obscures,
Le cricket unijambiste, pas simple de courir du coup. Ou le cricket manchot, pas simple de battre la balle du coup. Lequel n'existe pas donc. Non, moi, ça se trouve, manchot, ça existe. Hein. Il joue avec les pieds. Avec la bouche. Ça a fait le foot après. Ça sert à rien. Attends, t'as dit cheval quand même, c'est chelou. Le cricket à cheval, le cricket croquet, donc mélange de cricket et de croquet. C'est quoi croquet? Croquet, c'est les petits arceaux. Ouais. Non, c'est ça, parce qu'en fait, le cricket croquet, c'est déjà un peu la même chose. Donc manchot. Manchot, quoi. Apparemment, ils existent. Manchot et... Unijambiste et manchot, ça existe. Ouais. Il y avait même des matchs unijambistes contre manchot en Angleterre au XVIIe siècle. Ils avaient fait la guerre, les gars, il y avait du monde. Allez, encore un sport anglais qui lui aussi a connu ses variantes, le golf, donc laquelle n'existe pas. Le golf aérien, où les balles sont lâchées d'un avion au plus près des trous et qu'un golfeur doit ensuite finir de mettre dans le trou. Je suis sûr que ça existe aussi. Le code-balle, un mélange de foot et de golf avec des bassines à la place des trous où mettre le ballon. Le golf à l'arc, même principe mais avec des flèches au lieu des balles. Le golf en golf Volkswagen. Bon, bah c'est celui-là. Voilà. T'aimes bien les voitures, toi. Hein. Oui, c'est le dernier. Ouais. Surtout les Volkswagen. Apparemment. Ouais. Donc il y en a qui lâchent des balles de golf d'un avion. Ouais, c'est ça. Ok. Et des fois, ils faisaient même ça avec des petits parachutes sur les balles. C'est assez écolo comme sport, je crois. Oui, bah celui-là, ouais. Allez, une petite dernière dans la série Sport avec des animaux, lequel n'existe pas. Le jeu de la truie, où une truie est lâchée au milieu d'un ring, au milieu d'aveugles qui doivent la battre à mort, mais qui se frappent plutôt les uns aux autres. L'horreur. La lutte avec pieuvre, qui consiste à nager en apnée pour attraper une pieuvre, la décoller de son habitat et la ramener à la surface. La course sur tortue. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. On l'a à peu près. T'as pas fait un schéma. Le coup de tête sur chat, où le but du jeu est de tuer un chat attaché à un tronc d'arbre à coup de tête. Oh putain, tu fais super bien le chat. Merci. C'est le Kurzuma, ça s'appelle ce sport. C'est celui-là, putain, c'est chaud celui-là. J'espère que c'est le premier qui n'existe pas, mais en même temps, j'espère aussi que c'est le dernier. C'est le dernier qui n'existe pas. Allez, je suis désolé, les 4 existent. Non, je voulais vous piéger. Plus fort en l'humanité. Bon, après, c'est assez vieux. Hein. C'était en Italie au XVIIe siècle. Le chat, là? Ouais, le chat. Il s'est passé beaucoup de choses au XVIIe siècle. Les crânes en sang parce que le chat se débattait et griffait. Ah, mais c'est horrible. Oh, mais t'aurais jamais dû dire ça. Ouais, non. Désolé les enfants qui écoutent. Désolé. Bon, je vous propose la suite encore plus spectaculaire en troisième mi-temps, si ça vous va. Très bien. Ok. Pas plus. J'ai hâte. Pas plus gore, quoi, j'espère. Eh bien, je crois que les joueurs sont en train de profiter de cette mi-temps pour se rafraîchir. Ah, c'est la reprise et les voilà repartis de plus belle. Allez, messieurs! Eh ben, c'est le moment du reportage de Mathieu qui s'est rendu pour Golf Volant à Chartres de Bretagne pour un vrai spectacle sportif ou l'inverse, un match spectaculaire. Ouais, j'espère que j'ai rempli ma mission. Lorsque j'ai annoncé au coach que j'étais disponible pour faire une chronique pour Sport et Spectacle, il m'a répondu « Ah, parfait, j'ai quelque chose pour toi ». Il m'a filé un micro, m'a donné une date et une adresse en me souhaitant bon match. Soit, j'allais donc me coltiner un reportage sur un match. Rien de plus banal, vous me direz. Sauf qu'en arrivant sur place, j'ai commencé à me poser des questions. Alors, me voici arrivé à Chartres de Bretagne, au centre culturel Pôle Sud, pour le match entre Rennes, enfin l'Attic de Chartres de Bretagne, et la Liqueur de Bordeaux. J'aperçois les deux équipes qui sortent de leur entraînement. Les Bordelais ont l'air très très concentrés, en train de fusionner ensemble de leur côté. Alors que les Bretons... Bonjour. J'ai l'impression qu'au niveau de votre entraînement, les Bretons c'est plutôt bière clope. Les Bordelais ont l'air très concentrés. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas le même mode d'échauffement ouais, c'est ça. Et effectivement, c'est un petit moment convivial, donc une petite bière, on discute avec les copains. Et là, Bordeaux a l'air effectivement un peu plus studieux avant le match, effectivement. Alors, les Bordelais sur le bord de la 4 voies. Vous entendez ? Je venais d'interroger les locaux de l'étape. Ok. Qui eux semblent se préparer avec de la bière, des clopes. Alors que vous avez l'air très concentrés. Ouais. On tourne qu'à la boisson énergisante. Donc voilà, on reste clean avant le match. Pas d'alcool, pas de café, pas de clopes, rien. On reste concentré. Là on répète une, on commence à chauffer la voix parce que la voix est notre outil de travail. Exactement. Donc on fait attention à ça. Absolument. La voix comme principal outil de travail ? Étrange. Pourquoi faire ? Pour appeler la balle ? Interpeller un coéquipier ? Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici ?
Donc l'arbitre vient chercher les deux équipes pour faire un brief. Les Bretons sont toujours avec leur bière et leur clope. Et les Bordelais toujours très concentrés. Au sein du barillet, on va avoir 2 tiers de libre, 1 tiers de catégorie. Okay. Et pareil, on va avoir 2 tiers de mixte et 2 tiers de comparé. 1 tiers, pardon, de comparé. Voilà, et d'un point de vue catégorie, on va avoir du péplum, de la comédie romantique. Il y aura quand même un théâtre de boulevard, potentiellement. Là, vous l'avez, il faut que ça bouge dans tous les sens, ça pulse. Une qu'on voit pas souvent, que j'aime bien, un film de boxe, western, éventuellement comédie musicale, film d'espionnage, film d'horreur. Ouais. Voilà. Surtout, faites-vous plaisir. Et puis, comme on disait tout à l'heure, par rapport à la patinoire, si vous en sortez, gardez un membre qui touche la patinoire. On rentre pas quand il reste 30 secondes. Sinon, je le sifflerai comme une procédure illégale. Un arbitre en tenue de hockey, des catégories, des fautes, une patinoire. Tout s'explique. C'est bien un match auquel je vais assister, mais un match d'improvisation théâtrale. Son briefing terminé, l'arbitre prend congé des joueurs qui partent s'échauffer tous ensemble. Super, merci à vous. Merci. Bon match. On vous propose un petit « Et si Dieu ?» Ah, si Dieu, alléluia. Alors vous vous souvenez ? Et si Dieu était une bière, alléluia, il se roulerait par terre, alléluia. Le concept de match d'improvisation théâtrale a été créé en 1977 au Québec par un certain Robert Gravel, qui souhaitait expérimenter de nouvelles formes théâtrales et de nouvelles approches du public. Et pour casser une sorte d'élitisme du théâtre, il a eu l'idée d'utiliser la forme du sport, en utilisant les codes du très populaire hockey sur glace. Alors à l'origine, l'aspect compétition a d'abord été décrié par les comédiens. D'un côté, ils s'attaquaient à la création classique, et de l'autre, ils mettaient en lumière la compétition qui existe réellement dans le monde du théâtre. Mais c'est justement cette notion de conflit qui intéresse le public et qui bouscule l'improvisation. Une source de danger pour les improvisateurs qui les pousse à la créativité et la spontanéité. Alors me voici assis juste à côté de ce qu'on appelle la patinoire. La salle s'est remplie, elle est presque comble, et le spectacle est annoncé pour débuter dans 5 minutes. Il faut savoir que dans ce concept de sport-théâtre, le cérémonial joue un rôle très important. C'est lui qui relie la dimension théâtrale et la dimension sportive. C'est en fait tout ce qui est fait en dehors du jeu proprement dit et qui cadre les temps d'improvisation. Les maîtres ou maîtresses de cérémonie, tout comme le DJ, en sont un aspect essentiel. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir! Bienvenue à cette soirée de gala. En couleur du Festival de Cannes. La liqueur de Bordeaux et les tickers de Charles de Bretagne seront en compétition pour le prix de l'excellence théâtrale. Les acteurs de ce match se rencontreront autour de thèmes qu'ils ne connaissent absolument pas. Et les improvisations seront mixtes ou bien comparées. Alors ce soir, il vous a été remis à l'entrée des chaussettes qui vous serviront à exprimer votre mécontentement à l'égard de l'arbitre, on vous expliquera. Et enfin, également, nous vous avons remis un carton qui vous permettra de voter pour la meilleure équipe d'acteurs à chaque fin de scène. Il est grand temps d'accueillir pour leurs 5 minutes d'échauffement réglementaire les joueurs de ce soir. Deux équipes, composées des joueurs et de leur coach, s'affrontent donc dans une mini patinoire de hockey dans leur tenue réglementaire. Ce soir, le match se déroule en demi-temps de 45 minutes, au cours desquels les équipes improviseront autour de thèmes tirés au sort par l'arbitre, avec des variables comme la durée, le nombre de joueurs, la catégorie. Et comme dans tout vrai match, il débute par l'échauffement des équipes et les hymnes. Puis survient un des atouts majeurs de ce cérémonial, l'arbitre avec ses 2 assistantes. Alors, sans plus tarder, il est temps pour nous d'accueillir celui qui incarnera pour nous ce soir l'autorité. Et ce n'est pas pour rien qu'il est habillé en noir et blanc. Accueillons sans plus tarder Denis Danton, l'arbitre de la soirée. Et ses seconds rôles...
David Le Gall et Méloé Le Porc. Ils sont méchants, ils sont surtout tristes, impitoyables. Alors, vérifie le montage de la scène. Ce soir, ils ne feront aucun cadeau. Ils semblent d'une humeur exécrable. Ça promet. L'arbitre a un rôle majeur dans un match d'impro. Bien sûr, il fait respecter les règles, siffle les fautes et comptabilise les scores. Mais plus il est détesté du public, plus les joueurs et leur jeu seront eux appréciés. Le rôle de l'arbitre est bien de cristalliser sur lui le mécontentement du public quand les joueurs rencontrent des difficultés au cours de leurs improvisations. Eh bien, cher public, voici le temps des artistes. Le match peut désormais commencer. Piqueur prêt? Prêt! Pique prêt? Prêt! Cher public, bonsoir. La première improvisation de cette soirée sera mixte. Elle aura pour titre du coq à l'âne. Nombre de joueuses illimité, catégorie libre et d'une durée de 3 minutes. Caucus. Alors, le caucus, c'est le petit temps de réflexion qui est accordé à nos deux équipes. Un jeu. Patricia. Oui. On est marre de remuer le fumier de matin au soir. Oui, je comprends. C'est-à-dire que, bon, en termes d'odeur, il y a quand même mieux. Dans l'improvisation, l'objectif pour les comédiennes et comédiens est de jouer et de construire une histoire ensemble, en intégrant chaque idée proposée par son ou ses partenaires. Cela passe par différentes règles de jeu, qui sont celles du théâtre en général, mais toujours dans l'instant, dans l'immédiateté, avec une seule toute petite période de réflexion de 20 secondes appelée caucus, comme dans le football américain, où le caucus se tient juste avant un essai, au cours duquel le quart arrière annonce la stratégie à suivre. Le match a donc démarré. Et maintenant, pendant 2 mi-temps intenses tant pour le public que pour les joueuses, les improvisations vont s'enchaîner autour de thèmes et de catégories variées. La prochaine improvisation sera mixte. La prochaine improvisation est comparée. Elle aura pour thème super grave, folie de graduation, taureau enragé, divorce en béton, tempête de sable et pluie de plomb. J'ai quelque chose à vous dire. Tout, partout, tout à la fois. Nombre de joueuses illimité, 2 par équipe, 4, 1 par équipe. Tous, catégorie libre, à la manière d'un film d'horreur, à la manière d'une comédie romantique, à la manière d'un western, à la manière d'un film de boxe, à la manière du théâtre de boulevard, de 4 minutes, de 2 minutes, de 5 minutes. Caucus. Tout, partout et tout à la fois à la manière du théâtre de boulevard. Un titre qui s'associe, ma foi, très bien à une telle catégorie. Tu vois, Natacha, c'est le studio de mon fils. Ah oui? C'est tout petit parce que il fait ses études à Bordeaux, mais il n'est pas là ce week-end. Eh oui, mais j'ai pris le train exprès pour toi, tu sais. Et j'ai pris les clés. On est tous les deux. Allez, on rentre, vas-y. Ma femme est au Pays Basque. Et moi, je suis vraiment avec toi. gentil, hein. Oh là là. C'est juste pour nous. C'est un clic-clac. C'est juste pour nous. Vous aurez pas vu les cornflakes là? Tu n'avais pas dit qu'il était là? Grégory. À la fin de chaque improvisation, c'est le public qui vote à l'aide d'un carton bicolore pour l'équipe dont ils ont le plus apprécié la performance, l'originalité, la cohérence ou l'esprit d'équipe. Des émotions au cours de ces 2 improvisations. C'est fort bien. Public, à mon signal, votre vote.
La fin de l'improvisation, c'est aussi le moment où l'arbitre peut être amené à expliciter au capitaine et au public les fautes qu'il peut avoir sifflées de façon plus ou moins partielle avec son fameux gazou. Beaucoup de fautes à l'autre. Une faute de hors catégorie a été sifflée à l'encontre des deux équipes par l'arbitre. Et pourtant, il y a eu de la chanson. Et pourtant, ça a chanté. Oui, parce que c'était une comédie romantique et non une comédie musicale. Donc, capitaine, j'ai une comédie romantique que je voulais, j'ai une comédie musicale, c'est très beau, mais je voulais pas de musique. alors, la liqueur totalisant 3 fautes, il y a donc une bascule de points en faveur de l'Attic et le score est désormais de 6 à 8 avant votre vote. Public, à mon signal, vote. Des fautes, il y en a de tout type. Hors sujet, comme celle-ci, quand un joueur ou une équipe ne respecte pas le thème. Mais aussi manque d'écoute, cliché, décrochage quand on perd son personnage ou qu'on rigole. Ou encore celle préférée du public, le cabotinage, quand un joueur cherche à s'attirer les faveurs du public sans faire avancer le jeu par une blague ou une pitrerie quelconque. Et certains joueurs peuvent les cumuler, entraînant de fait leur expulsion. Particulièrement concerné, enfin plutôt votre joueur Alexandre Morel, puisqu'il a commis, il avait déjà une faute personnelle, il en a commis 2 autres dans cette improvisation. Ah là là, il va sortir. Parce qu'il ne sait faire que pitre, et un décrochage parce qu'il a bouffé comme un pleu. De fait, merci, vous connaissez le protocole, de lui retirer son maillot, de la poser sur le bord de la patinoire, et je vais demander à mes C'est triste de finir comme ça, mais quelle fin! Quelle tristesse! Capitaine, je vous remercie beaucoup. Eh bien, cher public, c'est donc sur ce score de 9 à 8 que s'achève ce match et que l'Attic remporte cette compétition. Comme tout vrai match, il y a un score et des vainqueurs à la fin. Mais ce n'est pas l'essentiel, car un match d'impro, s'il s'inspire du sport et de son esprit de compétition, c'est seulement pour les parodier. Un beau match d'improvisation, finalement, joue à jouer un match, pour produire une émulation, un vrai spectacle, et prendre du plaisir ensemble, comme me le confiaient les coachs des deux équipes à la mi-temps. Eh ben, on est ravis, ça se passe super bien, c'est parti très très fort et je trouve qu'il y a un super niveau de jeu. Et voilà, une ambiance super, un public qui vote les impros selon ses choix et c'est super, vraiment. Et puis, on prend beaucoup de plaisir, quoi. Vous partez en mi-temps avec l'avantage ? Oui. Comment vous allez faire pour le conserver ? Bah là, on va dire que le score en tout cas là, ce n'est pas, oui, puis c'est pas se mentir que c'est pas très important, mais voilà. Non, je ne suis pas d'accord, coach. Alors, en tout cas, quand on commence à perdre 2-0 au départ, on a envie d'être au niveau, donc c'est plus cette dimension-là en fait. Mais après, voilà, si on tout en gardant notre univers. Tout en gardant notre univers, exactement. En tout cas, on va jouer l'impro, pas forcément les points. Exactement, même si c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de s'amuser ensemble. Voilà. Donc on est très content d'avoir la liqueur aujourd'hui. C'est la première fois qu'on les reçoit à la maison, donc on espère que cette deuxième mi-temps va très bien se passer et on a hâte. Yo decido a dónde voy. Impedimento aquí no hay. C'est pour ça que je ride alone la night. M'appelez pas si je rentre tard. Premièrement, yeah. First of all. Yo sé bien ya que tú sabes. Te lo leo en la cara, dulcement, yeah. Segundo. Como duele cuando me miras. Sin saber tú me tiras. De cero. Les regards sont trop insistants, on pourrait se noyer dedans. Cuarto. On finit par perdre patience, la rage devient notre sang. Antes de hablarme, quítate la máscara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Antes de hablarme, quítate la máscara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Yo decido a dónde voy. Impedimento aquí no hay. C'est pour
gasta. No me interesa nada de tu plata. Vivo lo loco, me le doy gracias porque ya me muy lejos de tu juicio. Vivo lo loco. Finir martyr pour ne plus jamais devoir fuir. Quand t'aimes on est solo. Je disais amis, ça m'appelait famille, mais quand t'aimes je suis solo. Antes de hablarme, quítate la máscara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Antes de hablarme, quítate la máscara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Yo decido a dónde voy. Impedimento aquí no hay. C'est pour ça que je ride alone la night. Ne m'appelez pas si je rentre tard. J'étais compte à rendre à personne, je pense que la vie me donne. Y'en brille sur l'interphone, j'aime mon abandon. Aquí va la luz. Yo vivo lo loco. Ok, ben on vient d'écouter Yandri en featuring avec Lou and the Yakuza, Mascarade, super chanson, voilà, c'est mon avis, c'est moi qui ai choisi. Et on accueille Coco qui vient de sortir des toilettes, c'est pour ça qu'on l'avait pas présenté en début d'émission. Elle est marrante. Elle est marrante, elle est drôle. Salut bienvenue, à tous. Bienvenue Coco. Merci. J'ai trouvé une vieille poste là. Et donc, Alors, on t'a dit gentiment qu'on ne vendait pas de timbre, mais t'es quand même rentré. On va faire très court. Alors, on a écouté un petit peu la super chronique à Mathieu. Vraiment super. Ouais, du coup j'ai rempli ma mission, c'est bon. Bah oui, t'étais étonné alors en arrivant là-bas. Je m'attendais à voir du sport. Ouais, c'était un peu du sport en vrai. Il y avait du sport. Ouais. Mais surtout du théâtre. Et vraiment, je trouve que ce mélange des deux fonctionne très très bien. Et le fait de jouer vraiment avec les codes, codes du sport, du hockey. Bien sur les codes et tout, c'est vraiment cool. Et l'arbitre a vraiment un rôle majeur aussi. Ouais. Dans tout le déroulé du spectacle. En fait, quand on connaît un peu le théâtre, c'est le monsieur loyal. En fait. C'est ça, c'est un peu caché, monsieur loyal caché, quoi. Donc n'hésitez pas, dès que vous voyez des pubs pour des matchs d'impro, allez en voir. Carrément, c'est trop bien. C'est génial. Ouais. Et en plus, très souvent, la plupart du temps, ils font ça gratuitement. C'est du bénévolat aussi. Et du coup, l'énergie qu'ils donnent et tout, c'est trop cool. T'as bien aimé, Benjamin aussi? Excellent. Ouais. Excellent. Ouais. Tout ce contexte-là, toutes ces références au sport, c'est assez fou quand même. Ce qui est pas mal, c'est quand on peut jeter des trucs sur les participants. Et heureusement qu'à Timbre FM, il n'y a pas ça, parce que sinon on s'en prendrait plein la tronche. Pour l'instant, on n'enregistre pas en public. On est plutôt tranquille de ce côté-là. Et on va relancer encore une chronique enregistrée, celle de notre absent longue durée. Jérôme, c'est parti sur plus ou moins le cyclisme. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi aujourd'hui, pour cette émission Sport et Spectacle, j'ai prévu de vous parler de la télévision. Bon alors à la télévision, on trouve des films, des séries, des émissions. Globalement, on trouve quand même beaucoup de merde. Mais pas plus, pas moins que sur les plateformes. Mais aussi, à la télévision, on peut regarder le sport en direct. Alors moi aujourd'hui, je m'apprête à vous expliquer quel est le meilleur sport à regarder à la télévision. Alors non, ce n'est pas le handball. Avec ces matchs France, un pays scandinave, qui se finissent sur un score de 24-22, on se demande s'il ne devrait pas revoir le film du match pour bien raconter tous les buts. Non, il ne s'agit pas du ski, on assiste juste à une succession de gros et de grosses tarés qui dévalent les pentes à fond les ballons. Non, il ne s'agit pas de football, malgré les spectaculaires Clermont-Reims auxquels on pourra encore assister l'année prochaine, lors du championnat de Ligue 1 masculine. Non, le meilleur sport à suivre à la télévision, c'est le cyclisme. Christophe Riblon, alors maintenant il faut l'attaquer. Voilà, maintenant il a compris, il connaît l'expérience, c'est fait. Riblon attaque à droite et s'en va peut-être vers la victoire d'étape. Oui, parce qu'ils sont loin derrière, 3 minutes. La voilà, elle est là, la première victoire française. Bravo. Et une pensée sûrement pour Jean-Christophe Perrault qui a dû quitter la route du Tour hier. Bravo à toute l'équipe AG2R La Mondiale. Victoire française au terme de l'étape des Vosges. Victor Autorise le sait maintenant, Laurent Jalabert. Il lève les bras à sa manière, à 100 mètres de la ligne. Laurent Jalabert, les deux bras levés pour une deuxième victoire d'étape dans le Tour de France. Nouvelle victoire d'étape de Laurent Jalabert qui s'impose sur la Ligue de Cahors. Jackie Durand, champion de France, il y a 15 jours maintenant, vainqueur d'étape aujourd'hui sur le Tour de France. C'est une grande, une belle journée pour le cyclisme français.
Bravo Jackie, bravo. Et oui, alors vous n'êtes peut-être pas convaincu. Mais si vous voulez essayer, ne vous en faites pas. Gaulle Volant est là pour vous expliquer comment apprécier le spectacle télévisuel qu'est le cyclisme. Alors pour ce faire, je vous donne une date, un rendez-vous, le dimanche 16 juillet 2023. Donc la course que vous allez regarder est la 15e étape du Tour de France masculin. Alors je vous conseille de vous installer vers 16h, il ne faut pas regarder toute l'étape, c'est pas nécessaire. Et donc là, il va falloir regarder le cyclisme de façon active, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il faut être un peu à fond dedans. Donc il vous faut aussi ou le journal L'Équipe du jour, ça marche aussi avec le Ouest France et sûrement d'autres journaux, ou alors un accès Internet, mais en fait ce qui est intéressant, c'est d'avoir les différents classements devant vous pendant la course. Alors, vous devriez vous retrouver dans une situation de course lors de laquelle il y aura une échappée de coureurs assez chevronnés quand même devant, peut-être même certains coureurs qui auraient pu jouer le classement général si les premières étapes s'étaient un peu mieux passées. Donc il y aura une échappée de coureurs qui se trouvera aux avant-postes. Derrière, les favoris du classement général auront prévu donc de régler leur compte dans les différentes ascensions, les différentes montées, mais surtout dans la dernière. Alors, pour bien comprendre le cyclisme, il est important de préciser une chose, c'est que le cyclisme est un sport collectif. Ah bon, me direz-vous ? Oui, car il faut savoir une chose, en cyclisme, on ne produit pas le même effort dans un groupe si on est placé en tête, face au vent, ou au sein du groupe, protégé du vent par les cyclistes qui sont devant nous. Donc l'aspiration dont on peut bénéficier nous permet d'économiser notre énergie jusqu'à 40%. Dès lors, on comprend mieux que les équipiers d'un coureur pourront le protéger au maximum durant la course pour lui permettre de tout donner vers la fin. Le cyclisme devient un sport hautement stratégique. J'ai pas le temps ici de vous expliquer les stratégies qui sont à disposition des coureurs, mais il y en a une infinité. Donc vous allez assister le 16 juillet à une fin mouvementée avec de multiples questions. L'échappée ira-t-elle au bout ? Résistera-t-elle au retour des favoris ? Qui, dans l'échappée, résistera au retour des favoris ? Parmi les favoris, qui lâchera ? Combien de temps perdra-t-il ? Qui aura une défaillance ? Qui, au contraire, attaquera ? Peut-être qu'un favori retournera le tour. Est-ce que le maillot à poids du meilleur grimpeur changera d'épaule ? Les retardataires rentreraient-ils dans les délais et éviteront-ils l'élimination ? En fait, lors de la dernière ascension, il y aura un suspense de chaque instant. Vous retrouverez à observer les attitudes corporelles des différents coureurs pour comprendre qui va se retrouver tout d'un coup scotché à la route, les jambes bourrées d'acide lactique, en perdition totale, seul, en train de tout perdre, et pourtant obligé de finir pour peut-être, je dis bien peut-être, avoir la chance de sauver son tour lors des prochaines étapes. Dans ma vie de téléspectateur de cyclisme, j'ai assisté à des chutes évidemment. Oh, une grosse chute ici à droite de la route avec un poteau. Énorme chute qui a mis beaucoup de coureurs à terre. Alors là, en revanche, regardez à droite de la route. Mais aussi des ennuis techniques. Et Romain Bardet, crevaison. Ah, c'est terrible, c'est pas possible. Il n'a pas de coéquipier. Hein. C'est pas possible, il a personne. Arrière à la sortie du secteur pavé, il tombe sur un mécanicien. Il a crevé les deux alors. Qui a ses roues avant. Pardon. J'ai vu un spectateur planté au milieu de la route, faisant chuter un coureur qui s'envolait vers la victoire. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. J'ai vu un coureur s'arrêter en speed pour se vider les tripes dans un fossé, maillot de leader sur le dos. Moi, il faut que j'enlève mon armure, sinon il va se passer quelque chose d'atroce. J'ai entendu un directeur sportif hurler devant un écran pour encourager son coureur, qui ne l'entendait pas évidemment. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand, t'es très grand. Allez mon grand, ouais mec, ouais, tu vas le faire. J'ai vu un coureur rendre service à un concurrent, juste parce qu'il admirait ce coureur et sa carrière.
J'ai vu un coureur qui, après une montée de champion, perd tout dans la descente parce qu'il a peur. J'ai vu un équipier plus fort que son leader hésiter à l'attendre ou à le trahir. Pour moi, le Tour de France est une série à succès. Des trahisons, des alliances, un héros face à sa destinée. Pour moi, en fait, le Tour de France, c'est Game of Thrones 101 depuis que Gérard Rolls ne présente plus Vélo Club. Par ailleurs, le cyclisme est l'occasion de réveiller son chauvinisme franchouillard. Je me suis fait une réflexion il y a peu, les noms des coureurs cyclistes français. Parmi les meilleurs coureurs français, actuellement, on trouve Champoussin, Paré-Peintre, Desmarres, mais il y a aussi Seigle, Mollard, Galopin, Soupe. Quand j'étais gosse, dans les années 90, c'était Bourguignon, Duclos-Lassalle, ou encore l'inénarrable Jackie Durand. Puis bien sûr, le meilleur français à l'époque, c'était... J'ai beaucoup de respect pour Miguel Indurain, pour Eddy, pour Fausto, ou encore pour le blaireau, pour Roger de Blaminck et Abraham Olano. Mais celui que j'adore, celui que je préfère, c'est bien entendu notre ami mon Jalala, mon Laurent Jalabert. Oui, l'art et la manière d'un champion extraordinaire. Mon Jalala, mon Laurent Jalabert. Bon, pour ceux qui sont allergiques à la télévision, vous pouvez toujours regarder le documentaire sorti le 8 juin dernier sur Netflix, qui, comme moi dans cette chronique, abuse un peu des musiques dramatiques, mais permet une plongée passionnante au cœur du peloton du Tour de France 2022. Eh bien, merci Jérôme pour cette chronique en direct de tes toilettes, apparemment. Quelle voix! Quelle voix de couleur! Oh là là. On l'imagine avec un verre de whisky dans la main. Le petit cigare. En train de nous raconter tout ça. Eh ben oui, moi je suis plutôt d'accord avec lui. Hein. Le vélo, c'est un sport en termes de dramaturgie, franchement, avec un peu le sport auto aussi à une certaine période, je pense. Un truc de course comme ça, quoi. C'est vrai qu'il y a, c'est incroyable. Moi, je regarde le Tour de France, c'est les étapes un peu clés. Oui. Et je suis mais happé. Je peux peut-être pas crier devant mon écran. Et je m'anime, quoi. Ouais, oui. Et vous, les gars? Bah moi, ça fait pas longtemps que je suis le Tour de France. Genre vraiment 3-4 ans peut-être. Ok. Et ah ouais, non, c'est trop bien. Enfin, Ouais. Après, comme toi, je vais pas regarder toutes les étapes non Ouais, plus. Et puis, oui, comme oui. il dit Jérôme, c'est qu'à partir de 16h que je vais allumer la téloche, quoi. Mais, alors que je connais pas forcément ce dont il parlait, les techniques, les stratégies, tout ça, le travail d'équipe. Non, je connais rien du tout en cyclisme, mais ça m'empêche pas d'apprécier, quoi. Ouais. Vous, les gars, Coco, Mathieu Bah moi, comme tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure, Est-ce qu'il y a le Stade Rennais dans le Tour de France? Non, donc je ne regarde pas. Non, et puis, pour être honnête, j'y comprends rien. Ah ouais? Ouais. D'accord. Mais est-ce Les que classements, je m'entraîne, je joue tous les étés à un très bon jeu de société qui permet un peu de comprendre. Ah oui, Flamme Rouge. Les ressorts, ouais, Flamme Rouge. Trop bon jeu. Non, c'est vraiment quelque chose qui reste très obscur pour moi, la stratégie dans le cyclisme. Okay. Ouais, mais après, tu peux quand même apprécier sans connaître justement la stratégie, quoi. Mais après, je t'avoue aussi que en plein été, me foutre à 4 heures devant la télé. Ah oui, il faut aimer. Une bière fraîche. Faut une bière fraîche, exactement. Coco. Moi, je trouve que ce qui est pas mal, c'est que ça permet aussi de faire la petite sieste. Ah oui. Moi, j'en ai fait beaucoup. Il fait chaud, tu fais ta petite sieste, tu te réveilles, il s'est rien passé de nouveau. Et puis t'as là, le final. Là, le Et t'as le final. Et là, il se passe des trucs. Et ça, c'est quand on commence à vieillir, quand même. Je le faisais pas à l'adolescence quand je regardais. Mais c'est vrai que maintenant. Limite, tu vas à la plage, tu reviens et ça y est, tu peux enfin voir le c'est aussi ce que j'aime bien dans le cyclisme, cette temporalité qui est vraiment, ils partent à 11h du mat, à peu près 11h30, midi, je crois. Et effectivement, il se passe rien. Et même des fois, la course est même un peu gelée pendant quelques kilomètres. Donc, enfin, c'est même pas sur France Télévisions à ce moment-là. Et effectivement, tu peux aller faire autre chose, machin. Et puis tu dis à ta gonzesse, putain, non, là, par contre, 16h30, là, il commence l'ascension du dernier truc. Et là, je suis obligé d'être devant, quoi. J'aime bien ça aussi dans le cyclisme. Est-ce qu'on passerait pas à la deuxième question de débat? Allez. C'est parti. Allons-nous, vous me dites ce que vous en pensez, hein, allons-nous vers encore plus de spectacles dans le sport? Donc on a acté qu'il y avait du spectacle dans le sport. Je pense qu'on a même acté que le sport professionnel était un spectacle. C'est notre avis. Est-ce qu'on va encore plus dans les évolutions du sport vers encore plus de spectacles? Moi, je pense pas, justement. Je pense que ça vient, c'est ce que je disais tout à l'heure, le spectacle sportif, comme il se construit avec le spectateur, je pense que c'est ça qui va faire qu'on va aller vers moins de spectacles dans le sport, parce que dans ces conditions, il faut considérer le sport et le spectacle sportif comme un bien public et pas comme une marchandise, comme les autres, quoi. Donc pour moi, on va pas vers plus de spectacles dans le sport si on se met à perdre le public
avec la marchandisation. Ce que j'appelle la marchandisation, c'est les chaînes payantes pour la majorité des compétitions sportives, c'est des tarifs prohibitifs de l'accès à certaines compétitions comme les JO et tout ça. Mais ça, c'est ton avis du coup. Ouais, c'est mon avis. Enfin, c'est ton avis dans le sens t'aimerais qu'on n'aille pas vers plus de spectacles dans le sport. Mais est-ce que le sport va lui-même, sans l'avis de Mathieu, vers plus de spectacles? Moi, je pense un petit peu. Je prends l'exemple du tennis, comme il a voulu le faire, Gérard Piquet, là, avec il n'y a plus de couloir, je sais pas quoi, il avait fait un truc un peu chelou là. Ça avait marché un peu. Hein. Les mecs avaient des cartes bonus. Vous avez pas entendu parler de ce truc-là? Donc il changeait un peu les règles en fait. Changeait les règles carrément. Et je crois qu'il y a une petite ligue du truc. Après, de temps en temps, il fait venir des grands pros assez forts. Et voilà quoi, il avait voulu donner un côté presque jeu vidéo au truc. T'as des cartes bonus, genre au lieu d'avoir 2 services, t'as 3 services. Donc ils vont tataner sur le service dès le début comme des fous. Enfin voilà. Ouais, donc là le but c'était vraiment de rendre ça plus spectaculaire. Ouais, voilà. Ouais. On parle aussi du foot. Il y avait le président de la Juventus à l'époque qui avait dit Allegrini, je crois. Bah, il y a eu la Super League, mais aussi il avait dit moi mes gamins ils regardent plus les matchs en entier. Du coup je propose des matchs de 2 fois 20 minutes, tu vois, genre mais avec plus de hors-jeu. Enfin tu vois, les mecs avaient commencé à partir en couille pour que ce soit pour eux plus regardable à la télé, plus attractif pour les jeunes comme on dit tout le temps. Bah oui, ça je pense que dans ce sens-là, en tout cas, j'ai l'impression que les 3 quarts des trucs se font pas. Mais il y a plein de propositions qui sont faites et tout. Moi, il y a des tests, sûrement. Ouais. Bah, oui, de toute façon, c'est vivant, quoi. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher à changer un peu. Bah, au tennis, ça a changé aussi, les trucs de 40 et tout ça. Là. Ou la Coupe Davis aussi. Oui, ouais. Oui, la Coupe Davis a changé de format, exactement. C'est ça, en fait, je sais pas si tu voulais continuer ou pas, Benjamin, mais je crois que Mathieu, ce qu'il a dit, c'est effectivement, Flo, c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il aimerait. Mais en réalité, plus ça va, plus les droits télé ils sont hyper importants. Et donc, il faut attirer plus de spectateurs. Et donc, il faut rendre le sport comme un spectacle que tu peux pas rater en créant, par exemple, des oppositions. Ils t'inventent des noms à chaque fois, classico, dans tous les sens. Ou même des duels entre les stars de chaque équipe pour rendre un événement incroyable. Et puis, ils parlent de changer les règles. Bon, ils ont changé la Coupe Davis, la Super League. Alors, je te coupe, excuse-moi, parce que tout ça a été à chaque fois quasiment des échecs. Je veux dire, la Coupe Davis, c'est une catastrophe, pas possible. Encore Gérard Piquet derrière, d'ailleurs. Avec son entreprise là, ils sont en train de se dire comment on va faire. Et je crois qu'ils ont cassé le contrat. Ils sont en train de vouloir redevenir à une Coupe Davis plus classique. La Super League, n'en parlons pas, ça s'est tué dans l'œuf. Enfin, c'est mort dans l'œuf. Donc en fait, on sent ce truc, on sent cette poussée des médias, des gens qui ont des thunes et compagnie. Mais quand même, je trouve qu'il y a une résistance. Ça c'est clair. Par contre, des supporters, en particulier dans le foot et tout. Oui, ou même des sportifs. Même des sportifs eux-mêmes, carrément, c'est vrai. Parce qu'on va leur demander aussi toujours plus. Plus de matchs, plus de puissance, plus de technique. Enfin, ça va être. Et donc, à un moment donné, ça casse, quoi, forcément. Moi, je vois en NBA, je finis là-dessus. Je vois en NBA, je sais que ces saisons-là, elles ont été très critiquées, les 2-3 dernières saisons, et je crois en particulier celle-ci. Parce que j'ai pas mal de potes ou quoi qui suivent et qui disent mais la défense, ça commence à être un délire, quoi. Genre, c'est je laisse passer le joueur, quoi. En fait, il y a quasiment plus de défense. C'est une critique qui est très vieille sur la NBA, mais ça va avec le spectacle, quoi, parce qu'eux, ils adorent arriver à des 120, 130. Alors qu'en championnat de France, tu as souvent des 70, 80. C'est quand même assez rare qu'on dépasse les 100. Ça arrive, mais c'est rare. Et du coup, ce truc-là, très américain. Alors moi, je connais que la NBA, mais j'imagine que c'est un peu vrai aussi dans d'autres sports où c'est à moitié des acteurs, à moitié des sportifs. Un peu, il y a un truc comme ça, un peu où tu sais plus trop où est la limite entre les deux. En finale, cette année, là, en 2023, les Nuggets ont gagné, ça a quand même rejoué bien, un peu plus défensif et tout. Mais même les playoffs, c'était assez... c'est à celui qui était le plus adroit à tirer les paniers, quoi. Là, tu parles de ce qui se passe sur le terrain, mais même en dehors du terrain, tu vois, je pense que le modèle américain, justement, c'est tout ce qui se passe avant, après, au milieu. Et ça, j'ai l'impression que tout le monde va s'en inspirer, et ça prend énormément de place. Même le Stade Rennais, tu vois, ils essayent de faire venir les gens au stade à 15h quand ça commence à 19h. En créant plein d'événements. Et ça, je pense que c'est partout, en fait. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu n'étais pas là, mais c'est vrai qu'on disait que à l'heure actuelle, tu vas avoir un sport pro, même des sports un petit peu pas tant diffusés que ça, je sais pas, du volleyball, j'en sais rien, tu vois. Bah, c'est quand même un peu un show, quoi. Tu arrives, tu vas voir, je sais pas, le hand à Rennes, à Cesson, c'est quand même un peu un show, carrément. Bon, très bien. Et on va passer à la 3e mi-temps avec Mathieu, de nouveau.
coupe de bière. Allez, on continue avec notre quiz variante de sport spectaculaire qui n'existe pas. Les hommes ont toujours aimé comparer leurs forces entre eux, notamment pour impressionner la jante féminine. Laquelle de ces joutes masculines n'existe pas? Le bras de fer? Le doigt de fer? Lorsque les Allemands se mettent la bague au doigt, ce n'est pas toujours pour le bon motif, à preuve. Ce crochet n'est pas un instrument de torture. Il va tout simplement permettre à ces athlètes bavarois de mesurer leur force. C'est un sport extrêmement simple, pas de tactique, pas de vaines astuces. Il suffit de tirer jusqu'à ce que l'adversaire lâche prise. On a aussi l'orteil de fer. Alors bien sûr, avant, les pieds des participants sont examinés par un podologue pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection ou de mycose. Ou le pénis de fer. Je vous laisse vous-même imaginer la scène. T'es fort, t'en mets toujours deux chelous. Ouais. Je suis sûr que le pénis de fer, ça existe. Je sens que l'orteil de fer, ça n'existe pas. Ouais. Eh ben non, le pénis, c'est le pénis qui n'existe pas. Ouais, c'est quand même gros. L'extrait. Bah, si ça existe, les pénis. C'était un vrai extrait de Lina, d'un reportage. Mais non. Là, ça, c'était sur le doigt de fer. Ouais. Moi, j'ai dit l'orteil de fer, ça n'existe pas. Ah oui, pardon. Non, c'est vraiment le pénis de fer qui n'existe pas. Par contre, il y a ce qu'on appelle le Kanamara Matsuri, c'est la fête du pénis de fer. Oh là là. Ouais, c'est au Japon. Une fête annuelle de la fertilité qui a lieu chaque année à Kawasaki et où on fait parader dans les rues un gros pénis en fer noir. Un peu de lancer maintenant, une des disciplines reines de l'athlétisme. Quelle compétition de lancer n'existe pas? Le lancer de téléphone portable, le lancer de serpillière imbibée de bière au visage de l'adversaire, le lancer de renard, le lancer de nain, le lancer de nain de jardin, le lancer de thon, le poisson, pas le laideron du collège, ou le lancer de savonnette mouillée. Alors il y a des gens qui disent oui, attendez, c'est con. Alors je vous rappelle, qu'il y a des sports qui consistent à mettre des gants et monter sur un ring pour casser la gueule à quelqu'un qui vous a rien fait quand même. Donc faut relativiser toutes les conneries. Ah, c'est fabuleux. Et quand on a fait genre 30 ans de prison, on sort champion du monde de toute façon. Évidemment. Bon, la liste était longue, mais donc la liste était très longue. Je le dis. Téléphone portable, serpillière de bière, lancer de renard, de nain de jardin, de thon. Nain de jardin, moi je dirais. Renard. T'en as dit beaucoup, renard, ouais. Non, le lancer de renard existe bien. C'était en Allemagne au XVIIe siècle. Mais toujours au XVIIe siècle. Et en Allemagne. C'est le lancer de nain de jardin qui n'existe pas. Pourtant, c'est assez facile à faire. Oui, pourtant, ouais. Après le lancer, passons au tirage. Une seule de ces compétitions a existé. Attention, il n'y en a qu'une qui existe. Okay. Le tirage d'anguille, le tirage de queue de bœuf, le tirage de cheveux ou le tirage de couverture. Match sans surprise hier soir, Salnado, comptant pour la Coupe de France des tireurs de couverture, qui opposait la jeune brestoise Janine Barrois au Savoyard François Bigut. Un résultat, vous allez le voir, très attendu. Les deux concurrents s'observent, ils vont se mettre au lit, c'est un début de match vraiment très précis. Et voilà, c'est parti. C'est parti sur, vous allez le voir tout de suite, un premier tiré latéral de Bigut, qui n'inquiète pas vraiment Janine Barrois, qui va répliquer par une habile prise de drap, à laquelle Bigut, à son tour, réplique par un superbe ramené découvrant. À ce moment-là, on croit encore que le match peut s'envoler. Et puis non, vous voyez, c'est un bed-out sans aucun brio. Qui n'a jamais joué au tirage de couverture? Ouais, mais c'est un peu inconscient, c'est un peu dans le sommeil. Alors du coup, un seul. Un seul qui existe. Redis vite fait. En tirage d'anguille, de queue de bœuf, de cheveux ou de couverture. Queue de bœuf. Non, ça existe, queue de bœuf. Oui, c'est celui qui existe, queue de bœuf. Ah oui. Ouais, queue de bœuf. Anguille. C'est anguille, ouais. Cette fois, c'est pas en Allemagne, c'est à Amsterdam. 17e siècle. C'est un problème avec 19e. 19e. En fait, il y avait une anguille savonnée qui était accrochée au-dessus d'un canal. Et il y avait le bateau qui passait en dessous, il fallait tirer. C'était le Mickey, quoi. Mickey. On n'a pas encore parlé de foot, mais lui aussi connaît des variantes spectaculaires. Laquelle n'existe pas? Le cycle-ball, où la balle ne peut être contrôlée que par le vélo ou la tête. Le foot ping-pong, aussi nommé Edis, où on échange un ballon sur une table de ping-pong uniquement avec la tête. Le mine football, ou le mine football. Je vous rappelle la nouvelle règle en vigueur depuis le début de la saison. Une mine antipersonnelle a été placée quelque part sous la surface de jeu. Et oui Thierry, c'est évidemment un regain de suspense qui nous est offert par la Ligue française de football. Eh bien mon cher Jean-Michel, ce soir le suspense il aura été de courte durée puisque c'est l'avant-centre de l'équipe visiteuse François Sylvestre qui vient d'en faire les frais. Ça c'est vraiment eux qui... Ouais, c'est eux. Ouais.
Et sinon, l'Ultimate Taser Ball, c'est comme du foot avec un ballon un peu plus gros et où chaque joueur possède un taser et peut taser ses adversaires pour lui prendre le ballon. Lequel n'existe pas? Ouais. Bah, c'est celui-là. Thierry Roland. Oui. Ah oui. C'était extrait du film Micmac à Tire-Larigot de Jean-Pierre Jeunet. Je crois qu'on en a déjà parlé du taser. C'est interdit maintenant. C'est interdit depuis 2015. C'était un petit peu trop dangereux. Pas un truc de russe, ça encore Non, c'était aux États-Unis. C'est soit l'un, soit l'autre. Allez, pour finir, un petit fourre-tout. Lequel de ces sports n'existe pas? Le pillow fight, ou la bataille de polochon. Le mermaid fitness, ou le fitness sirène. La lutte sur âne, une sorte de course sur des ânes dans une arène où les équipes adverses défoncent le cavalier et l'âne à main nue pour l'empêcher d'atteindre la ligne d'arrivée. Je suis sûr que ça existe. Oui, ou la Formule 1, 2, 3 soleils. Les voitures doivent s'arrêter après un décompte et ne plus bouger. Et le champion du monde reste à ce jour Michael Schumacher. Si la proposition c'est avec Michael Schumacher, champion du monde, je pense que c'est celui-ci qui n'existe pas. Oui. Non, non, ça veut dire que défoncer l'âne, là, ça existe? Ouais, ça existe. Mais toi, mais t'as un truc avec mais oui, non, c'était en Italie au XIVe siècle. Encore eux? Donc des fois, ils allaient voir un match de ça, puis après, ils allaient voir le chat se faire défoncer. C'est ça, à coup de tête. Puis après, ils allaient choper une anguille. Ah ouais, on va passer une bonne journée. En italien, faut imaginer. Et ben voilà, c'est terminé, merci. Merci, ça nous a bien remonté le moral. Oui, et ben, je crois qu'on a fini de dire des bêtises dans ce goal volant. Est-ce que c'était bien, les gars, ce goal volant? On n'a pas dit tant que ça, des bêtises. Non, on a été été très sérieux. C'était spectaculaire comme émission. Oui, c'est vrai, une émission très spectaculaire. Et ben, merci à tous. Et merci à Jean-Charles à la technique. Merci beaucoup. Et à plus tard. Au revoir. Je sais pas quoi dire. Salut. Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne c'est mou, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la glace. C'est le Bob Man. Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Là! Mais ne courez pas comme des cons! Allez, mais un rouge là-dessus! Les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis.